Ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble. Je vous ai vu grandir. Vous avez pris des centimètres. Mais vous ne me dépassez pas encore. Ah, je suis contente. Je vous ai vu grandir et je vous ai vu vous transformer. Parce qu'en fait, la musique, elle transforme. On a peu l'occasion d'être spectateur du quotidien d'une classe. Brut, sans phare, fait de perfection et d'imperfection, de coups de génie et d'imprévus. Bienvenue dans Être prof, le podcast. Une série audio dans laquelle enseignantes et enseignants vous partagent leurs pratiques du quotidien, de la maternelle au lycée. Dans cet épisode, on fait la connaissance de Charlène Schneider, enseignante à l'école élémentaire Louise Michel de Givors, en Auvergne-Rhône-Alpes. Le violoncelle, c'est un instrument qui me parle beaucoup, que je ne connaissais pas étant petite, et qui vraiment me fait vibrer. Je me suis dit, waouh, mais c'est génial. Et donc je joue avec eux, et c'est hyper formateur. Ils me voient me tromper, ils voient que je suis en galère. Il faut la prof qui me dit, ta main est mal placée. Enfin, donc c'est super cool. Et puis je comprends du coup leurs difficultés. Je suis beaucoup plus pertinente dans mon lien avec les profs de musique. Faire l'expérience de l'orchestre, de la musique, est une expérience rare et précieuse. Tes élèves, Charlène, ont la chance de pouvoir vivre cela. Quand on la joue, on éprouve des émotions, on les vit, et après, on est transformé. C'est une aventure humaine. Merci de nous faire partager cette séance durant laquelle tes élèves font le bilan de leurs prestations et de leurs 2 ans de classe orchestre. Un immense merci pour ça. Merci d'être venu les écouter aussi, parce qu'ils étaient très très fiers quand même. La classe orchestre, c'est une grande source de fierté. Donc là, se dire, oh là là, il y a quelqu'un qui vient nous enregistrer, ça leur a beaucoup plu. Et pour commencer, est-ce que tu voudrais bien te présenter à nous ? Et en fait, j'ai envie de te guider parce que je t'ai vu avec un instrument. Ouais, c'est encore une grande chance de ma vie en fait. J'ai fait de la musique petite et ça a été une catastrophe. J'ai même redoublé ma première année de solfège, c'est dire, parce que déjà c'était en CP, j'arrivais pas à apprendre à lire, donc lire les notes en même temps, puis quand j'ai compris, en fait, ça m'a quand même mis en difficulté, parce que je faisais du violon. J'ai eu une mauvaise prof, disons-le, qui me coupait les ongles au sang, qui me criait dessus quand on répétait pour les concerts parce que j'étais nulle comme une première année au bout de 3 ans. Enfin, c'était voilà. Et puis c'était moche, vraiment ce que je jouais, mais peut-être que des conseils auraient été plus bénéfiques que de me hurler dessus. Donc j'ai quitté ça, puis je suis allée faire du piano, mais finalement j'ai déménagé, j'ai changé de prof, qui était aussi. Elle prenait ma main pour taper sur le clavier en. C'est l'ancienne école, Ouais, voilà. Donc j'ai claqué la porte. Moi, la musique, c'était foutu et pourtant j'adorais ça. J'adore entendre la musique. La musique me fait fréquemment pleurer. Les élèves se marrent quand on va voir un spectacle parce qu'ils savent que dès qu'il y a 3 notes, j'ai les larmes aux yeux. C'est voilà. Et là, j'arrive sur une école où il y a une classe orchestre, personne n'en veut. Oui, moi, pourquoi pas, j'ai envie. Puis là, on me dit, tu pourrais jouer avec nous même. C'est les cordes qui commencent et tout le monde répond. Présente-nous cette classe orchestre que tu as la chance d'accueillir, d'avoir dans ta classe. C'est un dispositif qui existe au niveau national, mais qui n'est pas conventionné. Donc ça fait l'objet d'une convention dans chaque département avec l'académie. C'est un projet qui est porté à la fois par le conservatoire, et donc la mairie par extension, puisque nous c'est un conservatoire communal, qui est porté par l'académie, puisque c'est la conseillère départementale en musique qui gère, qui permet de produire les conventions, etc., le cadre de cette action. Et puis il y a un fort engagement, que ce soit de l'école, parce qu'il faut accueillir. Faut imaginer qu'on est réparti dans 5 classes, donc il y a du saxophone qui fait poète poète. Au début, c'est pas forcément très musical, aussi. Au milieu de classe qui travaille, ça demande des aménagements, etc. Et puis il y a l'idée quelque part aussi de construire un projet d'école autour de la musique. Là, on avait les CP avec nous et on aimerait faire plus et on y réfléchit, créer encore plus de liens. Puis l'engagement du professeur.
parce que mine de rien, il y a du bénévolat. Il y a des samedis matins où je vais faire mes 2 heures de route pour faire 1h30 de répétition générale. Donc c'est du temps qu'il faut accepter de prendre. Il y a des réunions sur les midis parce qu'il faut se mettre d'accord. On est vraiment dans de la co-construction. Il y a les concerts. Cette année, il n'y en a eu qu'un, mais souvent, il y en a 3 ou 4 par an. Donc voilà, c'est beaucoup de travail. En plus, c'est aussi optimiser les enseignements, puisque du coup, j'ai 2h30 de musique au lieu de 45 minutes, mais le même programme. Voilà. Donc c'est un dispositif qui se construit comme ça. Nous, on a énormément de chance. On a 5 professeurs de musique, plus un intervenant en musique, plus au moins une année sur 2, une troupe d'artistes, comme on a eu cette année. Donc là encore, faut aussi travailler avec eux. Donc c'est beaucoup de liens, et il y a 5 instruments. Violoncelle, alto, hautbois, flûte traversière et saxophone. Mais donc ça, c'est une chance immense. Il y a des classes orchestres où on va être juste sur des percussions, et il y a un seul prof. Donc ça dépend vraiment du conservatoire, de ce qui a été décidé, des financements, parce que ça coûte extrêmement cher. Les instruments sont prêtés gratuitement. Donc voilà, c'est un gros investissement. J'aimais bien l'alto, mais parfois ça fatiguait parce que les doigts ils commencent à faire des traces rouges. Comment ils choisissent leur instrument, les élèves ? On a testé plusieurs choses. Finalement, on s'est rendu compte que valait mieux être assez rapide. Et ensuite, de toute façon, quel que soit l'instrument, ils s'y plaisent la plupart du temps. Mine de rien, il n'y avait pas grand monde en violoncelle. Donc il y en a qui ont eu violoncelle, c'était leur 2e ou 3e choix. Et mine de rien, je suis un peu déçue parce qu'ils n'ont pas verbalisé leur déception à ce moment-là. Et c'est vrai que c'est un groupe où ça a été difficile de les porter, et ça sort maintenant. En fait, je voulais même pas choisir cet instrument, mais j'étais pas là. Donc, je m'attendais pas à ça. Je me disais peut-être j'aurais saxophone ou flûte ou bois ou alto, mais pas violoncelle. Donc ça, je reparlerai avec eux, parce que je pense que si ils avaient pu exprimer plus leurs émotions sur le sujet, peut-être qu'ils en auraient plus profité. Et à côté de ça, il y a des élèves, on entend un petit altiste qui dit « moi je voulais saxophone », mais en fait il est excellent en alto, et ça s'est très bien passé. Ils font des vœux, ils mettent 1, 2, 3, 4, 5 dans l'ordre, et puis nous on essaye de donner à chacun le premier. En général, le pire c'est le 2e choix, mais on équilibre aussi les groupes. Notamment l'année prochaine, je vais avoir un CE2 CM1, ne pas avoir tous les... Enfin, parce qu'en termes de maturité, parfois on a des élèves qui ont des problèmes moteurs. Quand ils sont tous dans le même instrument, c'est compliqué pour le professeur d'apporter de l'aide à chacun. Donc on essaie d'équilibrer tout ça, mais globalement, voilà, on leur donne le choix et on essaye de faire au mieux. Ils font des vœux et on rééquilibre. Vous avez pratiqué un instrument depuis 2 ans ? Parce que ça fait 2 ans que vous travaillez sur les instruments avec nous-mêmes. Est-ce que vous avez des choses à nous dire par rapport à ça ? Et surtout, est-ce que vous avez trouvé que c'était quelque chose d'important pour vous, de pas du tout important ? Est-ce que vous avez beaucoup apprécié ces moments-là ? Ou est-ce que, au contraire, vous avez trouvé ça peut-être trop lourd ? Alors on a la chance d'assister à la séance bilan en fait de cette classe orchestre, puisque tes élèves sont en CM2, vont partir, donc ils dressent le bilan, il y a beaucoup d'émotions, et tu fais le choix vraiment d'accueillir ces émotions et de les accompagner. Est-ce que tu nous fais un peu un arrêt sur image de cette séance bilan ? Alors, elle est essentielle, parce que sinon il n'y a pas de sens, et en même temps ça peut paraître des fois un peu long, voilà, parce qu'au début j'ai bien aimé. Moi, en fait, ça dépend. Un coup j'aime bien, parce que ça dépend qui est là et qui n'est pas là. Là, je me dis, il faut que je le travaille quand même. Les années suivantes, l'argumentation, qu'est-ce que j'ai aimé, pas aimé, pourquoi. Voilà, ça, c'est peut-être un truc qui manque. Mais en même temps, petit à petit, en rebondissant, ils arrivent à dire quand même. Moi, j'ai bien aimé le hautbois. Ouais. Avant, j'arrivais pas à faire les... Coups de langue. Oui, voilà, les coups de langue. Mais après, j'ai réussi. Et t'as appris. T'as appris. Oui, j'ai appris. T'as aimé apprendre ? Oui. T'étais volontaire, t'as vraiment réussi à faire beaucoup de choses. Hein. Oui, tout seul. Bravo. Un peu avec l'aide de Sarah. C'est l'idée aussi qu'ils prennent conscience de leur progrès dans 1001 domaines. Alors comme tu dis, on a beaucoup accueilli.
Et puis c'est le choix aussi des professeurs de musique, hein. Tu les entends qui rebondissent, qui sont vraiment dans l'écoute, qui ne se formalisent pas, enfin c'est vraiment une équipe formidable, hein. C'est pareil, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir ces personnes-là autour de moi parce qu'elles se contentent pas de transmettre la musique, quoi. Elles les accompagnent dans un bout de vie et ils se permettent, hein, des conseils de vie, d'un rôle de grand frère, donc c'est vraiment important. Prendre le temps d'être fier de soi, hein, de se dire j'ai fait quelque chose d'incroyable, parce que ils se le disent peu et on sait qu'on a des parents pas qui sont pas fiers mais qui sont beaucoup dans la réserve, qui disent rarement à leurs enfants je suis fier de toi, qui disent rarement waouh là, ils sont présents, ils vont peut-être dire bravo. Et puis c'est tout, parce qu'ils n'ont pas toujours les mots, parce qu'il y a une forme de pudeur. Donc c'est bien aussi de leur montrer à quel point vraiment tout le monde est fier d'eux. Il y a un moment très intéressant, vous arrivez à l'égalité filles-garçons. Moi je voulais dire, c'était l'après-concert et j'ai vu Ashta qui n'est pas là aujourd'hui, et Amina qui ont aidé à débarrasser, à faire la vaisselle, à faire plein de choses. Elles étaient à fond, elles ont aidé jusqu'à la fin. Il n'y avait que des filles. Et les garçons, ils sont partis faire quoi? Du foot, avec On Yacoub. en a déjà parlé de ça, hein. Souvent, à la fin du repas, les filles restent et les garçons pétanque, foot. J'adore ce moment. Ah oui. On sent qu'il y a une vraie sensibilité à ça. Oui, bon, ils diront que c'est... ils le disent eux-mêmes, hein, quand je leur propose... une fois, je leur ai dit, alors je vous propose ce nouveau livre. C'était pas cette promo, c'était la promo d'avant. J'ai un nouveau livre, c'était Les grandes femmes qui ont fait l'histoire, un truc comme ça. Là, il y en a un qui dit, ah ouais, ça tient à cœur ce sujet quand même. Donc je pense que je suis cernée. On en parle tout le temps, via la littérature, hein, notamment. On en parle dans les moments de vie. Une fois, on a fait de la cuisine l'année dernière. Et exactement comme je pense que beaucoup d'entre nous le vivons à des repas de famille, là c'était la cuisine était finie. Littéralement, les garçons ont disparu de la pièce. Je sais même pas où ils sont allés. J'ai dû aller les chercher dans le couloir. Je ne sais pas pourquoi ils sont sortis. C'était le moment de la vaisselle. Il n'y avait plus de garçons. Et les filles y allaient toutes seules. Enfin, ils étaient en CM1, quoi. Je me dis début CM1. Enfin, comment c'est possible que ce soit déjà tellement ancré? Et ils s'étaient pas rendus compte? Ah mais on avait fini, non, on n'avait pas fini. Donc j'ai forcé, les filles avaient déjà fait un peu de vaisselle, je dis maintenant c'est les garçons quoi, on échange. Mais on a essayé d'expliquer que ce serait bien que les garçons se posent ces questions. Et encore à d'autres moments, mais je crois ce jour même, quand je dis tout le monde range, souvent à la fin des ateliers, on voit les garçons rangent leurs affaires quand même, hein, ils sont pas... Parce qu'ils savent que je leur dis, hein, c'est pas mon boulot en fait de ranger à votre place. Donc ils rangent, puis ils vont à leur place, et puis ils papotent. Et puis les filles vont voir, ah toi t'es en difficulté, je t'aide à ranger ton jeu. Donc on a toutes ces dynamiques-là qui sont ultra présentes dans la classe, parce que j'ai des filles qui avaient déjà du caractère, hein, qui se laissaient pas faire, parce qu'au début d'ailleurs elles étaient en sous-nombre, en sous-effectif par rapport aux garçons. Elles vont dire, oh c'est pas non plus à moi de tout faire à ta place, c'est pas... mais pas tout le temps. Et elles ont compris, en tout cas elles se sont beaucoup plus... J'ai des petites filles qui viennent me dire maintenant, mais à la maison, maman, maîtresse, j'en peux plus en fait. Mes grands frères, mes grands sœurs me demandent de tout faire. Enfin les grands frères, surtout les petits frères. Et en fait, moi j'ai pas envie de faire que ça. Donc je me dis, bon, on a gagné un truc. Alors je leur dis, ça va être compliqué, est-ce que tu veux qu'on parle avec maman? Mais sinon, à la maison, c'est sûr, c'est pas toi, c'est pas moi qui fais la loi, quoi. Mais tu vas grandir, bosse bien à l'école et tu pourras choisir un peu plus facilement la vie que t'auras. Mais les garçons, ils sont encore, ils entendent le reproche, en fait. Et elles avaient qu'à pas le faire. Eh oui, mais si personne ne range, du coup, ça ne marche pas. Et là-dessus, je pense que j'ai encore beaucoup à progresser, mine de rien. Et vous, les garçons, c'est votre mission, là. Hein. Avant d'être adulte, va falloir continuer à réfléchir, à remarquer ces petites choses, hein, et à se demander si c'est bien juste ou pas. Je pense qu'on a progressé collectivement. C'est un vrai défi de oui. société. Est-ce qu'on a envie d'emmener notre société vers ça? C'est une vraie question. Je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas envie. C'est ça. Ça, faut être honnête. Hein. Il y a des gens qui n'ont pas envie. Et pour l'instant, ils gagnent bien quand même.
Revenons à l'orchestre. En vous écoutant parler, je me suis dit que l'orchestre, c'était une vraie allégorie du vivre ensemble. Et oui. Tu vois, il y a quelque chose qui se joue de... C'est l'une des raisons d'être de ce dispositif, et c'est comme ça aussi qu'on l'argumente. Il y a l'idée de l'ouverture culturelle, il y a l'idée que le conservatoire, il est loin, donc les enfants n'y vont pas. J'ai un certain nombre d'élèves qui aimeraient continuer à faire de la musique au conservatoire, mais les parents ne les laisseront pas aller seuls au centre-ville et ne peuvent pas les emmener. Donc on sait que la musique est trop loin d'eux, et donc on ramène la musique à eux. Et il y a d'autres dispositifs, l'orchestre Auvergne, typiquement, c'est un orchestre qui est le soir, qui est pas ouvert qu'à ma classe. Donc tous les enfants ont une possibilité d'avoir ce genre de pratique musicale. Et ça reste gratuit, et voilà. Mais à côté de ça, quand on le présente aux parents à la réunion de rentrée, notamment, ils sont très inquiets. Oh là là, on enlève des heures de français et de maths, en fait. Ça les inquiète parce que déjà, ils savent que leurs enfants sont en difficulté, parce qu'ils veulent que leur enfant réussisse. Mais on leur dit, en fait, ça ne va pas les empêcher. Au contraire, parce qu'ils vont devenir plus autonomes. On a des enfants, j'en ai un, sa maman voulait encore l'accompagner jusqu'au porte-manteau pour l'aider à se déshabiller en CM1. Et là, on lui confie un instrument qui coûte des centaines d'euros. S'il casse, ils savent que c'est très grave. Il doit le manipuler, il doit le nettoyer, il doit veiller sur lui à la maison, il doit le transporter. Donc déjà, on a un gros gain d'autonomie. On a un gros travail sur l'écoute, écouter les autres, être avec les autres, s'harmoniser. Ce qu'on travaille par exemple avec la chorale dans les programmes. Donc nous on travaille avec l'orchestre. Ils chantent aussi, mais donc on travaille avec l'orchestre aussi. S'adapter, cette idée que par exemple on travaille de l'improvisation, il joue avec moi et moi avec lui, et il y a une espèce de question-réponse, et c'est génial. Il y a la concentration. Oh là là, c'était une classe avec des difficultés incroyables en concentration, et là on voit qu'ils sont capables de partager, quand on fait des répétitions pendant 2 heures, il y a 7-8 personnes qui prennent la parole, qui disent on corrige ça, les sax vous faites ça, toi la technique règle le micro comme ceci. Enfin, il y a des changements sans arrêt, et ils arrivent à piloter comme ça, à naviguer, à adapter, enfin voilà, c'est assez incroyable. Il y a aussi la rigueur. Non, là ton son il est pas assez juste, il est pas assez précis, il est pas assez net en même temps que les autres, etc. Ils doivent s'entraîner à la maison, sinon ça ne marche pas. Donc il y a toute une rigueur, une discipline qui finalement bénéficie à tous les autres apprentissages et tout le reste de ce que j'ai dit. Et c'est pour ça qu'il y a une très grosse importance de la co-construction entre prof du conservatoire et l'enseignant qui a la classe. Je trouve ça intéressant ce que tu dis, c'est que ça prend du temps. Ça prend du temps sur les programmes dits académiques, on va dire. Et pourtant, tu donnes un argumentaire qui pousse et qui se dit, oui, non mais il faut que j'ai ça dans ma classe aussi. Ben oui, mais je pense qu'il faudrait. Le problème, c'est financier. Nous, on aimerait typiquement, par exemple, que les 2 classes de cycle 3 puissent l'avoir, puisqu'on les garde 2 ans. Chaque fois, il y a une génération sur 2 qui loupe. Mais c'est un tel investissement que c'est pas possible, en fait. Déjà là, on a 25 instruments, c'est énorme. Donc après, on compense, on dit, ces jeunes-là, ils ont le droit à l'orchestre Auvergne, donc ils y aillent à cet orchestre Auvergne, en fait. Donc c'est tout à fait jouable, mais c'est voilà, en tout cas avoir un projet artistique, parce que je pense que le théâtre apporte beaucoup, je pense que la danse apporte tout autant, je pense qu'il y a plein de domaines, et je pense que chaque enseignant peut faire avec sa sensibilité. Il n'y a pas forcément besoin d'autant de monde, mais trouver des partenaires, des gens avec qui on a envie de monter un truc comme ça. Comme on est là, peut-être, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais comme on a eu quand même un beau spectacle la semaine dernière, est-ce que vous voulez nous en dire 2 mots peut-être? Est-ce que vous voulez nous en parler? Ce qui le rend encore plus efficace, c'est quand même cette idée qui s'installe, ce projet, qui soit formalisé, apprendre à se faire confiance, à comprendre les compétences les uns des autres. Ça met des années à se mettre en place, puis en plus, il y a l'optimisation de l'enseignement qui est très importante aussi, qui fait que moi ça fait 4 ans, je commence à être à l'aise. Je commence tout juste. Tous ceux qui bénéficient par exemple de la cité éducative,
pourrait, par exemple, en profiter. Alors c'est que sur 3 ans, ou sinon les projets Notre École Faisons-la ensemble. On peut tout à fait obtenir une classe orchestre ou ce genre de choses grâce à ce type de financement. Donc il faut sauter sur l'occasion. Oui, c'est important ce que tu dis, un projet qui s'installe sur la longueur, sa propre longueur d'enseignant pour devenir à l'aise et expert dans cette pratique, mais qui s'inscrit sur le temps pour des élèves 1 an, 2 ans, pour voir se développer toutes ces compétences. Et ce que tu dis est vraiment, je pense, très très important et qui peut permettre à des collègues de passer le pas, c'est que le temps qu'on prend sur des projets transverses, ça vient nourrir les apprentissages dits fondamentaux, très clairement, quoi. Typiquement, là, l'année prochaine, on se lance sur un truc. C'est nous complètement qui montons le projet. On a commencé à le réfléchir. On est parti sur les émotions, sur voir le monde de 2 façons, négatives, positives, le monde du futur, qu'est-ce qu'on attend pour demain, tout ça. Et on a déjà des liens avec l'histoire, avec la littérature. Probablement que mes élèves écriront des textes, peut-être avec une forme de théâtre. Est-ce qu'on va proposer à d'autres classes de se joindre à nous? Est-ce que là, tous les possibles, voilà, on dit tout ce qu'on a en tête et on va construire ce projet. Et c'est pas juste la musique, quoi. Il y a le reste qui vient nourrir. C'est très inspirant en tout cas, et je trouve que, alors d'autant plus dans le milieu dans lequel tu exerces, donne beaucoup d'optimisme. Et ma mère, tellement elle était heureuse, elle a fait des vidéos, elle les a envoyées à tous ses amis. C'est génial. Et maintenant, tu es une star du quartier. Et elle a fait un story. Est-ce que tu pourrais nous donner à entendre quelque chose de l'établissement où tu es? Une grosse école, une petite école? Alors c'est une toute petite école. On avait, quand je suis arrivée, 2 CP dédoublés, donc 2 de 12, 2 CE1, un CE2, un CM1, CM2, grosso modo. Des fois des petits doubles niveaux comme ça, mais en tout cas ces classes-là. Et puis en fait, et c'est justement l'origine de ce projet, ils vont détruire tout un bâtiment. Où il y avait quasiment, c'était que nos élèves quasiment. C'est 3 écoles extrêmement proches, hein. On est à moins d'1 minute de marche, donc on est vraiment à côté. Et donc nous on a perdu énormément d'effectifs. Là où les autres écoles se chargent, là clairement de l'équipe qu'il y avait il y a 4 ans, on n'est plus que 3. C'est une école qui nous demande beaucoup d'énergie. Il y a eu beaucoup de violence, il y a eu des années terribles. Là, on a une année plutôt calme, mais voilà, c'est des familles à accompagner, c'est beaucoup de travail. Et en même temps, c'est un désert. C'est un désert des services sociaux, c'est un désert médical, il n'y a pas de médecin traitant. Il n'y a pas d'ITEP, donc les élèves d'ITEP primaires, on les garde, il n'y en a que au collège, donc on travaille là-dessus et il y a un espoir d'ouverture d'une classe de CM2 au moins, parce qu'on leur dit, vous vous rendez compte, ceux-là, on les a eu 8 ans quand même. Et quand on voit que eux, en DITEP, ils souffrent, on dit, imaginez-nous tout seuls. On est très seuls, on a un tout petit peu de services sociaux, mais ils ont jamais assez de place, c'est très compliqué pour eux. Et du coup, quand une famille n'arrive pas à suivre, n'arrive pas à faire les démarches, ils abandonnent en fait. Et du coup, c'est nous qui le faisons derrière, parce qu'on n'a pas le choix. Donc c'est une école qui nous demande beaucoup, qui est très exigeante. Pour l'instant, je tiens. Et j'aime ce que je fais et ça donne du sens à ce que je fais. Mais typiquement, la classe orchestre, c'est un projet qui me fait tenir et je sais que très probablement le jour où on me dit il n'y a plus la classe orchestre, je fais le mouvement, je pars. Pas parce que j'aime pas ces enfants-là, mais parce que ce serait rompre mon équilibre à moi en tant que professionnelle. Tout à fait, et peut-être aussi de se dire que ce type de projet, c'est vital pour ce type d'établissement, et ça permet de donner du sens aux apprentissages. C'est ça. Je pense que j'aurais trop l'impression qu'on... Alors si on l'enlève aux enfants, voilà, j'aurais vraiment trop l'impression qu'on les abandonne une fois de plus. Enfin, alors on peut se dire, mais pourquoi tu pars si on les... Mais en fait... c'est dur de porter tout seul et je dis pas que enfin je sais pas, peut-être que j'irai encore en rep mais enfin si on est trop seul, c'est très dur et parfois faut aussi savoir se dire bon bah là j'ai donné, je donne le meilleur de moi-même, mais là je n'y arrive plus et il vaut mieux laisser la place à des personnes qui ont encore après peut-être que je ferai toute ma vie là-bas, hein. Enfin j'en sais rien, si ça se trouve ce sera très bien jusqu'au bout et on verra. Et ce qui m'a stressé le plus, c'est quand on a chanté à Alsborough. Et quand les potes de Naïm commençaient à filmer Bourreau et moi en train de jouer et ils se moquaient.
Ça, c'est un truc. Il y a des noms, oui, d'accord. Et en même temps, tu vois, moi, j'ai pas vu que tu les avais vus. Parce que moi, c'est le genre de personne, si je les vois, je peux me bloquer. Tu vois, je vais arrêter de chanter ou je vais avoir du mal. Et bien, alors j'étais derrière toi, mais j'ai pas entendu dans ta voix où t'as assuré. Tu vois, t'as continué, t'as assuré, tu t'es pas laissé intimider, t'as continué à chanter avec Bourra, et pour ça, bravo du coup, hein, parce que si ça t'a fait une émotion comme ça et que t'as réussi à continuer, c'est quand même que t'as un sacré mental, hein, bravo. Une dernière question. Quelle est ta plus grande fierté vis-à-vis de l'accompagnement de tes élèves sur ce projet de classe orchestre? Ah bah à chaque fois c'est le concert. C'est incroyable. C'est un grand moment de fierté. Là, il faut s'imaginer que j'ai des élèves. On a tous joué déjà. C'est fort de jouer sur scène. Moi-même, j'ai encore le trac quand je monte avec eux. Donc c'est déjà dingue qu'ils arrivent à faire ça. Je suis toujours ébahie de ce qu'ils arrivent à faire. Faut vraiment s'imaginer que la semaine d'avant encore, en général, je suis oh mon Dieu, on n'est pas prêt du tout. Voilà, je suis. Mais maintenant, je me suis habituée. Mais c'est comme les spectacles de kermesse et tout ça. Mais finalement, sur scène, ils sont toujours incroyables. Toujours. Même les plus difficiles, c'est toujours fantastique. Et puis, il y a ce moment où les gens viennent leur parler, leur dire à quel point c'est incroyable. Il y a les musiciens qui viennent. Enfin là, il y avait le maire qui est pas venu leur dire personnellement, mais qui était présent. C'est de se sentir autant reconnu par tant de monde. Voilà, moi je suis toujours très 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 fière d'eux. Voilà, des compétences qu'ils arrivent à acquérir comme ça en 2 ans. Et puis beaucoup de monde me le dit, du coup, me dit à quel point c'est dingue. C'est dingue ce qu'ils arrivent à faire. Quand on est rentré, elle m'a dit, ma mère, que sur le rap, elle m'a dit comment t'as fait alors que t'avais pas de feuilles et tout. Je l'ai dit, je l'ai appris par cœur. Et après, elle m'a dit, mais tu l'as fait comment? J'ai dit, je l'ai appris par cœur. Elle était étonnée. Et fière. T'arrives à étonner tes parents, c'est trop bien. Puis t'as vu comme t'as chanté vite. Oui. Et c'était clair. T'as articulé, t'as chanté vite. C'est incroyable ce que t'as fait. Hein. C'était chouette. Mais écoute, merci de nous avoir donné la possibilité d'assister à cette séance bilan qui fait ressortir tout ça. C'est encore une fois, mettre un petit peu de soleil dans ce monde un peu chaotique, hein, on va dire. Essaye. Donc merci beaucoup, Charlène. De rien. C'était Être prof, le podcast. Une série audio animée par Nathalie Dreyfus, enregistrée par Yanis Dokuto, Théo Cancelli et Laurine Bonnefoy, montée par Jeanne-Marie Desnos, réalisée et mixée par Benjamin Masset et Yann Thierry, et produite par l'Acme Productions. Si vous avez envie d'approfondir le sujet, retrouvez plus de ressources sur êtreprof.fr.